monoclonaux, c'est un traitement d'aujourd'hui, puis on va voir ce que nous prépare éventuellement le futur. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt direct avec la communication que je vais vous faire, mais voilà les miens. Et en pratique, donc, le plan du topo, après une brève introduction, je prendrai 4 exemples d'anticorps monoclonaux. Je ne prends pas d'exemple en oncologie, je ne suis pas oncologue et je pense que ce n'est pas forcément votre préoccupation majeure. Et donc je prends l'exemple non plus en anti-agrégation dans le contexte du cœur aigu, par exemple, d'une coronaropathie. Et donc on va voir 4 exemples de maladies inflammatoires ou auto-immunes au cours desquelles on utilise aujourd'hui des monoclonaux et on va poser les perspectives pour la suite. Alors en introduction, il est clair qu'aujourd'hui, parmi les biothérapies, les monoclonaux constituent les outils les plus prescrits, les plus utilisés. Et très clairement, dans des domaines cliniques divers, je vous ai dit oncologie, cardiologie, maladies auto-immunes, maladies inflammatoires, eh bien, ils ont une place thérapeutique importante, croissante. Et en fait, ce qui est assez passionnant, c'est qu'en fait, ces anticorps monoclonaux, quand ils sont introduits, constituent en fait un défi, déjà de démontrer leur efficacité, et puis de contrôler leurs éventuelles complications, prévenir éventuellement les effets secondaires. Et chaque jour, quasiment, il y a une nouvelle idée d'anticorps monoclonal qui apparaît. Par exemple, début 2009, il y en avait déjà 22 sur le marché, il y en a plus de 60 aujourd'hui, et il y en a plusieurs centaines qui sont actuellement évalués dans des essais cliniques. Alors vous savez qu'il y a eu un prix Nobel en 1975 à Milstein et Kohler qui ont, eux, eu l'idée finalement de fusionner une cellule productrice d'anticorps, le lymphocyte B, et puis une cellule tumorale ayant la capacité de se multiplier à outrance. Et en clair, on peut comme ça, c'est raconté très vite, mais avoir des hybridomes qui vont fabriquer donc des anticorps. Et ces anticorps, en fait, au départ, eh bien, ça va être des anticorps fabriqués avec des déterminants pour ce qui est des régions variables qui vont être murins, donc des acides aminés murins, sur une structure, une charpente qui sera humaine. Et donc, au départ, on a des anticorps monoclonaux, finalement, de souris qui vont ne pas nous intéresser chez l'homme puisqu'il y aura une réaction immune contre les anticorps de souris. On va avoir des anticorps chimériques avec une partie correspondant à la région variable de l'anticorps, celle qui rejoint, qui va fixer l'antigène, qui est une région donc murine, donc qui va être immunogène. Et les premiers anticorps commercialisés étaient tous chimériques. Et puis des anticorps humanisés où on voit seulement quelques acides aminés murins qui persistent, les anticorps humains étant des anticorps sur lesquels il n'y a plus de déterminants antigéniques murins du tout. Et donc vous avez des suffixes qu'il est classique d'utiliser. Et donc par exemple, pour un anticorps dont on va parler aujourd'hui, le rituximab, un anticorps anti-CD20, eh bien, il a un suffixe qui correspond en fait au terme ximab correspondant à la notion de chimère. C'est en fait des acides aminés de souris et d'hommes. Si on va vers des anticorps humains, c'est UMAB, et donc comme ça on a un moyen de retrouver quel type d'anticorps on est en train d'utiliser. Alors 1986, c'est l'utilisation du premier anti-CD3 dans la prévention du rejet de greffe rénale. 94, anticorps anti-GP2B3A dans le contexte de l'ischémie coronaire et de la prévention de la formation du thrombus. Côté transplantation, c'est en 1997, la prévention du rejet aigu d'allogreffe rénale. Et puis 2002, eh bien, un anticorps monoclonal complètement humain, l'adalimumab. Donc ça, c'est le deuxième anticorps monoclonal à apparaître anti-TNF, qui a une AMM finalement dans la polyarthrite rhumatoïde. Tout ça pour donner quelques dates. Alors cette polyarthrite rhumatoïde, justement, ça, c'est la pathologie inflammatoire au cours de laquelle on a le plus de biothérapie validée. Vous avez 5 inhibiteurs de TNF, et donc vous avez des anticorps qui sont des monoclonaux, anticorps monoclonaux anti-TNF, comme l'étanercept, comme l'adalimumab, mais vous avez aussi des comme l'infliximab et l'adalimumab, et vous avez aussi des récepteurs solubles qui sont en fait des récepteurs dimérisés avec une portion constante d'IgG qui augmente leur demi-vie et qui vont avoir également une activité anti-TNF. Et puis dans cette polyarthrite rhumatoïde, eh bien, à côté des anti-TNF, il y a l'IL1RA, donc, qui est un antagoniste de la voie IL1, soluble, l'abatacept qui bloque l'interaction TB, le rituximab qui est la seule de ces biothérapies qui cible une cellule, qui est un anti-lymphocyte B, anti-CD20, et le tocilizumab qui bloque l'IL6. En pratique, par exemple, pour les
TNF, vous voyez leur aspect. Vous voyez ici l'infliximab, historiquement le plus utilisé, ou Remicade, avec la région chimérique correspondant à la région variable qui lie l'antigène. Ici, eh bien, des anticorps plus ou moins humanisés. L'adalimumab étant l'anticorps humain recombinant, avec toutes ces régions variables complètement humaines. Et puis, vous avez ici le récepteur soluble dimérisé, et dont la demi-vie est augmentée par ce fragment constant d'IgG1. Et puis là, vous avez un fragment variable qu'on appelle FAB, qui est conjugué à un dérivé pégylé qui va augmenter sa demi-vie. Alors, ces anti-TNF, on les connaît très bien aujourd'hui, plus de 100 000 malades traités dans le monde, et on a surtout des réactivations de tuberculose. Et vous savez, toutes et tous, eh bien, que préalablement à la mise sous anti-TNF, on fait un quantiferon et ou une IDR et une radio de thorax, et il y a un risque relatif de presque 5 de réactiver une tuberculose. Je ne développe pas là les autres complications. Ce qui est important, et des recommandations récentes, eh bien, c'est qu'on a encore besoin de données sur la sécurité à long terme. Et on va voir que dans un certain nombre de cas, eh bien, les recommandations d'experts aujourd'hui, c'est que malheureusement, il n'y a que des études sponsorisées par l'industrie pharmaceutique et peu d'études qui sont des études académiques. Alors je prends un deuxième exemple, les vascularites en cas positif. Pourquoi ? Parce que c'est une révolution aujourd'hui. Ces vascularites en cas positif, anticorps anticytoplasme de polynucléaires neutrophiles, ce sont des vascularites nécrosantes touchant les petits vaisseaux. Et ces maladies vont être responsables pour la granulomatose de Wegener, qui s'appelle maintenant granulomatose avec polyangéite, de nodules pulmonaires et sinusiens, et puis d'une vascularite qui va être à l'origine éventuellement d'une insuffisance rénale. On a entendu ce matin Alexandre Carras sur les syndromes pneumorénaux. Eh bien, dans ces maladies, le traitement de référence, historiquement, le traitement d'attaque, c'est l'association de corticoïdes et d'endoxan qui a de très nombreux effets secondaires et qui, malheureusement, est responsable de complications gonadiques, infectieuses, tumorales à long terme. Et donc, dans une, perspective d'épargner le cyclophosphamide, le rituximab a été testé récemment, et c'est ça que je vais vous présenter, en sachant qu'après ce traitement d'attaque, quand le malade est en rémission, on lui donne un traitement d'entretien, et que les deux traitements validés aujourd'hui, c'est azatioprine et méthotrexate. Alors, deux études internationales qui ont, de façon prospective, randomisé entre rituximab plus corticoïdes et placebo de cyclophosphamide, et dans un autre bras, cyclophosphamide plus corticoïdes, placebo de rituximab. 200 malades aux États-Unis, RAVE, 44 malades Ritux-VAS en Europe, 2/3 de formes rénales dans l'étude américaine et que des formes rénales dans l'étude européenne. Et de façon importante, dans ces deux études, le critère principal qui était à 6 mois le nombre de patients en rémission sans corticothérapie était équivalent. C'était une étude de non-infériorité. Et donc, tant vis-à-vis du cyclophosphamide intraveineux dans l'étude européenne que vis-à-vis du cyclophosphamide oral dans l'étude américaine, le rituximab a permis d'avoir un pourcentage de réponse en induction aussi élevé, qui était respectivement de 52 et 64% dans les deux bras dans ces études. Ce qui est important, c'est qu'il y a eu un nombre de décès inacceptable, c'est-à-dire 18% de décès dans l'étude européenne en particulier, et un nombre d'effets secondaires et d'effets secondaires sévères importants, et qui pourrait être expliqué, en tout cas dans l'étude européenne, par le fait qu'on avait rajouté 2 injections de cyclophosphamide dans le bras rituximab. Donc on avait besoin de résultats à long terme. C'est important de savoir que c'est la première AMM dans le domaine des vascularites qui a été décernée en 2011 par la FDA aux États-Unis. Le MEA n'a pas encore donné son avis pour la France. Et en tout cas, on a besoin de données à long terme qui ne sont pas encore publiées, mais qui ont été communiquées en congrès à 18 mois, 66% de rechute, mais beaucoup d'arrêt de corticoïdes, et ça dans les deux bras, mais finalement toujours une équivalence entre ces deux bras. Et puis il y a une étude qui va se terminer dans moins d'1 an, qui évalue l'intérêt du rituximab en entretien. Je vous rappelle que les doses prescrites sont toujours des doses magiques, c'est celles qui avaient été utilisées pour le rituximab dans le traitement des lymphomes et agrémentées par la FDA en 1997. Ces doses ont été reprises tout le temps, éventuellement fusionnées en 2 injections au lieu de 4 injections. Ce qui est important, c'est que dans cette étude de traitement d'entretien, le groupe de Loïc Guilvin propose une dose plus faible, moitié inférieure, à des schémas relativement espacés, dans un but là aussi d'économie de santé.
Alors ce qui est important, c'est qu'on apprend de la physiopathologie de nos maladies en les traitant par des biothérapies, parce qu'on a vu fondre des granulomes de Wegener. Et en fait, ce qu'on sait aujourd'hui, et c'est le travail d'un collègue allemand, Jan Voswinkel, c'est qu'il y a en fait des CD20+ dans les granulomes de Wegener. Le B est une cellule présentant l'antigène qui joue probablement un rôle très important dans les granulomes de Wegener et explique la réponse à un anticorps anti-CD20. Histoire très différente, le lupus systémique. Le lupus systémique, maladie protéiforme, vous voyez ici les critères diagnostiques, il en faut 4 pour poser le diagnostic. Il y a des formes hématologiques, des formes rénales, des formes neurologiques. Bref, cette grande hétérogénéité complique la menée d'études. Et il y a finalement une stratégie thérapeutique qui va varier en fonction du type de lupus. Atteinte cutanée articulaire, c'est le plaquenil, les anti-inflammatoires, petite dose de corticoïdes. Les sérites, c'est du plaquenil et un peu plus de corticoïdes. Et les atteintes viscérales, c'est des corticoïdes, de l'endoxan, éventuellement des échanges plasmatiques et pourquoi pas un anti-CD20. Donc il y a des études rétrospectives ouvertes qui avaient amené à penser que le rituximab pouvait être utile. Et là, dans une étude Explorer publiée sur les formes modérément actives, qui sont des formes cutanéo-articulaires, eh bien, ce qu'on voit, c'est qu'entre le bras rituximab et un bras placebo, eh bien, il n'y a pas de différence sur les différents critères de réponse clinique, donc échec du rituximab dans cette étude. Dans une autre étude qui n'est pas encore publiée, qui est une étude de phase 3 prospective randomisée, où les patients avaient comme immunosuppresseur de référence le mycophénolate mofétyle, eh bien, on a étudié l'efficacité du rituximab comparativement à un placebo. Il n'y a pas de résultats positifs et donc eh bien, les experts dans ce domaine reconnaissent l'échec du rituximab. La boîte qui avait mené les essais a malheureusement donc fermé depuis, et tant Explorer que Lunar n'ont pu démontrer le bénéfice du rituximab dans le lupus. Mais d'autres études ont été menées, notamment avec un inhibiteur d'un facteur stimulateur des lymphocytes B qui s'appelle BLyS ou BAF, qui se fixe, synthétisé par la cellule dendritique, sur des récepteurs particuliers, TACI, BCMA, BAF récepteurs. Et en fait, eh bien, le Benlysta ou belimumab a été utilisé dans le lupus. C'est un anticorps anti-BAF. Et chez des patients ayant un lupus, 2 études successives ont été menées, de phase 2 puis de phase 2 et 3. Et dans ces études, sur des lupus qui n'étaient pas des lupus rénaux, qui n'étaient pas des neurolupus, donc des lupus modérément actifs et relativement peu sévères, eh bien, il y a en fait un bénéfice, je dirais, significatif à rajouter le belimumab, et donc particulièrement par rapport à un bras contrôle placebo. Et donc, il y a un agrément auprès de la FDA obtenu depuis juillet 2011 pour cette molécule. Et vous avez, et finalement, la première AMM depuis 57 ans dans le lupus, puisqu'il y avait 3 médicaments qui avaient eu cette AMM préalablement. Et donc, c'était il y a un certain temps, comme vous pouvez le voir. Et il y a une molécule qui est dans les tuyaux, qui est l'anti-CD22, qui n'a pas encore d'AMM. Mais ce que je veux seulement là vous dire, c'est qu'on parlait tout à l'heure avant la séance de combien ça coûte. Très clairement, dans le lupus, on est dans une situation où si on utilisait correctement déjà le plaquenil et les immunosuppresseurs type azatioprine ou endoxan, eh bien, on n'aurait peut-être pas forcément besoin d'envisager d'autres thérapeutiques, ou en tout cas, si les biologiques peuvent apporter, c'est après avoir appliqué les bonnes pratiques cliniques. Et parmi les autres cibles actuellement à l'étude dans le lupus, eh bien, un anti-CD22, l'épratizumab, a franchi toutes les barrières en termes d'études donc démontrant l'efficacité. Il y a des dossiers déposés pour des demandes d'AMM auprès de la FDA et le MEA. Alors l'exemple de la sclérose en plaques est absolument passionnant. Pourquoi ? Parce que dans la sclérose en plaques, vous savez qu'il y a des formes très sévères de patients qui finissent grabataires. Et dans ces formes, on envisage des traitements agressifs. Un traitement agressif est le natalizumab, qui est un traitement partagé par nos collègues neurologues et nos collègues gastro-entérologues, puisqu'il est utilisé aussi dans les MICI. Et ce natalizumab, en 2005, c'est un anticorps qui bloque une intégrine. En fait, ce natalizumab, qui empêche le homing des lymphocytes T au niveau du système nerveux central, a été responsable, publié dans le New England, plusieurs cas successifs d'une leucoencéphalopathie multifocale progressive, manifestation sévère qui a entraîné le décès de la patiente. Si on regarde l'histoire du natalizumab, c'est absolument passionnant. En 1992, on découvre le rôle important de cette intégrine pour le homing des lymphocytes T dans le système nerveux central. On met au point, dans une étude de phase 1, un traitement anticorps monoclonal bloquant cette intégrine. Et puis, la FDA approuve finalement son indication dans les formes de rechutes successives de sclérose en plaques. Et puis 3 cas
sont publiés de leucoencéphalopathie multifocale progressive en 2005. La firme retire le médicament et le médicament réapparaît en 2006 sous la pression des associations de patients. Et jusqu'en 2010, il y aura des prescriptions encadrées par la FDA et on notera sur l'ensemble des prescriptions pratiquées 31 cas de leucoencéphalopathie multifocale progressive. Entre-temps, on progresse dans le traitement. Les patients ne décéderont pas tous. Et aujourd'hui, il y a une AMM pour ce produit dans cette indication. Et de façon importante, il y a même des développements. Je ne vais pas trop m'étendre, mais c'est quand même très important de savoir que malgré les effets secondaires, la maladie est sévère et on propose ce traitement. Alors les conséquences sont importantes quand il y a des infections opportunistes, parce que si on a affaire au nouvel anti-CD20 que proposait un laboratoire qui par ailleurs commercialise le rituximab, c'est l'ocrelizumab, qui était un anticorps qui lui était un anticorps donc humanisé, eh bien cet anticorps proposé dans la polyarthrite rhumatoïde a entraîné des manifestations sous forme d'infections opportunistes. Et là, une polyarthrite rhumatoïde qui fait une pneumocystose, ça n'est plus acceptable parce que c'est quelqu'un qui, avec une autre biothérapie, vit bien. Et donc, en pratique, le laboratoire a annoncé le retrait, l'arrêt des essais avec l'ocrelizumab dans la polyarthrite rhumatoïde et d'ailleurs dans le lupus, puisqu'entre-temps, les essais rituximab étaient négatifs. Par contre, il y a un New England et une étude prospective qui avait démontré dans certaines sous-catégories de sclérose en plaques l'intérêt du rituximab. Et là, le laboratoire continue dans la sclérose en plaques parce que l'ocrelizumab, s'il majeure l'immunodépression, il est quand même intéressant parce qu'il peut avoir une efficacité démontrée au prix, eh bien, éventuellement d'effets secondaires sous forme d'infection opportuniste. Alors les perspectives, eh bien, comme Marianne Loriot faisait le topo juste avant, il y a eu, dans le domaine des hépatopathies malignes, grâce à nos collègues de Tours, une avancée importante qui était d'identifier qu'un polymorphisme particulier d'un récepteur pour le fragment constant des IgG Fc gamma R3A était, lorsqu'il était présent, associé en fait à une lorsque ce polymorphisme en fait était retrouvé et qui conférait à une moindre efficacité du rituximab, eh bien, il conférait à une moins bonne survie chez les patients traités par rituximab. Donc c'est important parce que ça n'a jamais été redémontré dans la polyarthrite rhumatoïde, donc ça vaut pour les hémopathies où la déplétion en cellules malignes est très importante, mais ça ne vaut pas pour les maladies systémiques auto-immunes. Alors si on va vers le futur, qu'est-ce qu'on peut imaginer ? On peut imaginer ce qui se fait déjà, c'est-à-dire des anticorps qui sont des diabodies, c'est-à-dire qu'on va avoir des régions variables, ici, qui vont être couplées avec finalement un motif de dimérisation, avec d'autres régions variables, avec des anticorps qui vont être en fait bispécifiques. Alors, on peut envisager ces anticorps bispécifiques dans une forme d'IgG classique, avec une spécificité portée sur la région distale, ou éventuellement sur la région proximale. Et il y a actuellement des molécules qui sont en développement, par exemple pour le marquage, pour le diagnostic de récidive tumorale ou de suivi évolutif de la masse tumorale, pour ces outils-là. Et puis, il y a les premières études dans des essais cliniques pour des anticorps porteurs de deux spécificités. De façon un peu plus curieuse, mais de façon très intéressante, eh bien, les chameaux, les lamas sont porteurs d'immunoglobulines beaucoup plus simples que les nôtres, et notamment leur région variable à ces immunoglobulines est encore en fait relativement constante, et en tout cas elle est monomérique. Et donc l'avantage, ça va être de pouvoir fabriquer des anticorps avec une région variable plus simple, qui pourrait être spécifique donc d'une cible d'intérêt, et pourquoi pas finalement, en lien avec le dernier topo, faire des nanobodies, c'est-à-dire en fait juste cette région qui est en fait une région conservée mais variable, elle a en capacité à lier un antigène, qui pourrait constituer elle-même une molécule thérapeutique. Et pour finir avec l'avenir des anticorps recombinants, et je n'aurai pas le temps de trop le détailler, eh bien la portion constante de cet anticorps est d'un intérêt majeur. Au début, nos collègues transplanteurs utilisaient un anticorps anti-CD3 qui entraînait 41 de température, une très forte immunosuppression, et quand nos collègues diabétologues l'ont utilisé chez des enfants qui arrivaient avec un diabète de type 1 débutant, eh bien c'était un syndrome infectieux, si vous voulez, cytokinique inacceptable. Donc en changeant 2 acides aminés sur la région constante, l'anticorps est beaucoup mieux toléré aujourd'hui. L'idée, c'est que les déterminants sucrés pourraient aussi jouer un rôle. Et c'est tout le travail de Jeff Ravech au Rockefeller Institute à New York qui a modifié en fait
les sucres sur les régions constantes des fragments constants d'IgG. Pour faire une longue histoire courte, dans un modèle murin où il a déplété par un anticorps monoclonal anti-plaquettes les plaquettes de souris dans un modèle expérimental de purpurate thrombopénique auto-immun, vous voyez là le compte des plaquettes qui tombent dans les chaussettes et les souris saignent la rage, eh bien si vous modifiez en les sialylant les régions constantes de cet anticorps, eh bien les plaquettes chutent très peu ou ne chutent pas du tout si c'est une sialylation qui intervient en 2,6 du motif de résidus branchés. Alors dans un modèle expérimental de polyarthrite chez la souris, de façon intéressante et pour faire une histoire courte, avec des immunoglobulines intraveineuses, on empêche l'apparition de la maladie. La maladie qui est scorée sur 12 avec un score de polyarthrite maximal à 12. Et on voit ici la souris malade traitée par immunoglobulines intraveineuses, on contrôle la maladie. Des fragments constants d'immunoglobulines intraveineuses sialylées et des IgIV sialylés permettent d'avoir le même effet. Et la dernière chose, puisqu'on est dans les anticorps recombinants, un fragment constant recombinant sialylé comme il faut a le même effet thérapeutique dans ce modèle que les immunoglobulines intraveineuses. Donc finalement, l'utilisation des anticorps fondés finalement sur des données d'optimisation, et ça c'est Jean-Luc Teillot qui vous apprendrait ça mieux que moi, qui est immunologiste au Cordelier. Il y a le choix de la molécule cible, bien entendu, qui va dépendre du mécanisme de la pathologie en cause, l'ingénierie des anticorps, l'isotype, l'immunogénicité, la demi-vie, la biodistribution, la molécule injectée et sa formulation. On va voir que des diabodies pourraient éventuellement être très importants. Les critères d'inclusion des patients avec les éventuels polymorphismes, et là je crois qu'il y a un développement important pour nos collègues pharmacogénéticiens là-dessus. Et finalement, les paramètres de suivi, aujourd'hui on n'en a pas beaucoup, et c'est clairement quelque chose sur lequel il va falloir forcer un peu. Donc très clairement, il y a de plus en plus d'anticorps monoclonaux disponibles. Ces anticorps monoclonaux, par exemple, ça a constitué une révolution dans la polyarthrite rhumatoïde. On manque d'études coût-bénéfice. Il faut améliorer l'efficacité. Et ça, clairement, l'efficacité, malheureusement, elle va induire un déficit immunitaire. Donc, nouveau traitement, nouveau déficit induit. Donc, apprendre à la fois à diagnostiquer précocement et prévenir les complications infectieuses. Et je crois que c'est sur ce message que je vais terminer. Je vous remercie.